Daniel de Montplaisir, vous êtes historien et lors de votre dernière visite à TV Liberté, vous aviez présenté un remarquable Quand les lys terrassaient la Rose, 700 ans de victoire française sur l'Angleterre. Et là, vous revenez avec, si j'ose dire, le pendant avec Quand le lys affrontait les aigles allemands. Pour rappel, l'Allemagne et la France procèdent, dites-vous, d'un même acte de naissance, un jour d'août 843, à Verdun, sous l'ombre d'un certain Charlemagne. Tout à fait exact. La France et l'Allemagne sont nés le même. Ce sont des jumeaux, hein, ils viennent du même berceau. Alors, c'est plus tout à fait Charlemagne. Charlemagne est mort. C'est la répartition de son empire entre ses trois héritiers, dont qui va faire la Francie orientale, la Francie occidentale et la Francie du milieu, la Lotharingie. Et nous sommes les héritiers de la Francie occidentale, comme les Allemands sont les héritiers de la Francie orientale. Et la Lotharingie entre les deux va être disputée extrêmement longtemps, jusqu'au XXe siècle, puisque son nom est plus connu sous celui de Lorraine, évidemment. Est-ce que cette vision est partagée par tous les historiens? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les trois frères carolingiens n'avaient nullement conscience à cette époque-là de fonder des nations. Ah non, ils n'ont pas du tout conscience de fonder des nations. Il n'empêche qu'ils l'ont fait. Souvent dans l'histoire, on fait des choses sans savoir qu'on les fait véritablement. À cette époque-là, la notion de nation, pardon cette allitération, n'existe pas. On ne connaît que celle de royaume. Et on ne fait pas de différence entre l'État et une possession patrimoniale. Donc les trois petits-fils de Charlemagne, évidemment, ils ont leur patrimoine. Ça va durer pendant très longtemps. Il va falloir attendre, je dirais presque la Révolution française, pour que, et le siècle des Lumières, pour être plus précis, parce que le même phénomène intellectuel se produit en Allemagne, il faut attendre le siècle des Lumières pour qu'on distingue l'État, personne privée, de l'État, personne collective relevant d'une communauté et non pas de la propriété personnelle d'un prince. Dans cet ouvrage foisonnant, on découvre bien évidemment 1000 années de démêlés, comme vous le dites, franco-allemand. On s'aperçoit qu'il y a une première date qu'il faut retenir, ou un premier nom, celle d'une bataille, c'est Bouvines. Là, vous le dites, il y a avec Bouvines un avant Bouvines, mais il y aura un après Bouvines, grande bataille remportée par un Capétien. C'est un peu l'autre grande naissance de la France, Bouvines, parce que jusque-là, la Francie occidentale était un pays un petit peu étriqué, très rogné sur sa frontière de l'Est. Vous savez, nos manuels d'histoire de l'école communale nous montrent cette France un petit peu rétrécie, coincée entre l'Atlantique et le Rhin, et en plus très contestée du côté atlantique par l'Angleterre, qui était, vous avez eu la bonté de le rappeler, l'objet de mon précédent ouvrage. Tout change à Bouvines parce que pour la première fois, le roi de France obtient une immense victoire contre l'Angleterre et l'Empire d'Allemagne réunis. Vous imaginez si en 1914, la France avait pu battre l'Angleterre et l'Allemagne coalisées contre elle? Bouvines, ça reste le grand moment de la naissance, de l'expansion et de la grandeur de la France. C'est une grande nation. La France devient une grande nation à ce moment-là. C'est ça que vous essayez de… Exactement. C'est à ce moment-là que les Allemands commencent, les princes allemands, enfin les populations allemandes, germaines, comme on disait encore à l'époque, commencent à parler de la France comme étant la grande nation. Oui, j'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que l'Allemagne, on voit ce terme-là en 1870, Bismarck qui crée vraiment l'Allemagne. Pourquoi vous l'utilisez dès 840? Ce terme d'Allemagne, ce sont des États qui sont confédérés, fédérés, rivaux quand même, non? Alors, l'allemand vient de la langue. Alors, il y a tudesque, il y a Dutch, il y a teuton qu'on retrouve. Ce terme de tudesque est encore utilisé, par exemple, par les Italiens ou les Espagnols. Ils ils disent pas allemand. Dans d'autres, on dit Dutch, Deutsch. L'allemand, c'est la langue. Le mot allemand a été utilisé par les Français à partir d'un des peuples de l'Ouest, envahisseurs de l'Ouest, un des peuples francs qui s'appelait les Alamans. Alors les Alamans, à un moment donné, ont eu un peu plus de contact avec les Francs occidentaux que les autres peuples. Alors on a gardé ce nom d'Allemand, mais ce nom d'Allemagne est assez peu utilisé par les autres pays. Les Anglais disent de Germany, par exemple. Il n'y a guère qu'en France qu'on utilise le mot Allemagne, et les Allemands utilisent Deutschland, et non pas Allemagne, non pas Tedesco, qu'utilisent les Italiens ou les Espagnols. C'est un pays dont la sémantique est un peu complexe.
Daniel de Montplaisir, la couverture de l'ouvrage, je l'ai dit, est barrée de cette phrase: 1000 ans de démêlés, une succession infinie d'ailleurs, et vous en évoquez plusieurs, d'ententes, mais aussi de rivalités. Alors, j'ai essayé de faire simple, mon téléspectateur. À quel moment? Jusqu'en 1870, on s'en expliquera après de cette date de 1870, mais vous arrêtez cet ouvrage à 1870 à peu près. À quel Un moment? peu avant. Un petit peu avant, hein, voilà. À quel moment, jusqu'en 1870 ou avant, ces deux pays ont été le plus amis? À quel moment ils se sont le plus rapprochés? Au milieu du XIVe siècle, lorsqu'un empereur d'Allemagne qui s'appelle Charles IV, qui est un prince de Luxembourg, avait pour neveu le roi de France Charles V, le fils de Jean de Lebon. Vous savez, Charles V, c'est ce qu'on appelle, c'est le grand roi, c'est Charles V le sage, c'est le roi qui avait débarrassé la France en grande partie des Anglais du temps de Duguay-Clin. Et Charles IV, qui est donc l'oncle de Charles V, Charles IV, sa sœur avait épousé Jean de Lebon, dont le papa de Charles V. Voyez. Et alors ce neveu, il le prend sous son aile, il rend même une visite d'État à Paris, c'est la première de l'histoire, peut-être la première de l'histoire d'Europe, au sens visite d'État classique, où l'empereur d'Allemagne, en 1350 quelque chose, j'ai plus le chiffre précis, mais il est évidemment dans le livre, se rend à Paris en voyage officiel, rencontrer son neveu, lui donner des conseils, mais également l'écouter. Jamais, je crois, France et Allemagne n'ont été aussi proches que ce jour-là. On était, je dirais, fusion, n'exagérons pas, mais on n'était pas loin de faire l'Europe que nous connaissons bien avant terme. Alors, en gardant à l'esprit toujours à peu près ces mêmes dates, c'était le même espace de 1000 années, à quel moment, alors cette fois-ci, la France et l'Allemagne se sont le plus déchirées? J'évoque bien cette notion qu'on est avant 1870. Après, bien évidemment, on voit bien les déchirements qui sont encore dans nos esprits. Mais dans cette période-là, entre Verdun 843 et avant 1870, quel est le moment où on se déchire le plus? Alors avant, vous avez raison de mentionner 1870, c'est pour ça qu'on y reviendra, vous l'avez dit, c'est une autre époque, mais le déchirement se produit, je dirais, à deux égards, par deux séries d'événements et à deux moments. Il y a d'une part les guerres de religion, qui fait que la majorité des princes allemands adoptent la religion protestante, que l'empereur d'Allemagne, qui est plus un tuteur qu'un chef d'État, hein, véritablement, par rapport à ses princes, penche plutôt vers la tolérance religieuse parce que la division à l'intérieur des principautés est telle qu'on ne peut pas adopter, comme en France, une religion d'État. En revanche, la France mène, comme vous le savez, une politique tout à fait différente qui consiste à éradiquer le protestantisme. Ça commence, non, Henri IV, lui, est un roi de tolérance, mais ça commence avec Louis XIII et Richelieu. À partir de là, à partir de Louis XIII, l'entente avec l'Allemagne n'est quasiment plus possible en raison de cette crispation sur les questions religieuses. Et puis il y a un autre aspect, ça c'est un peu la faute de la France, il faut bien le dire, c'est l'étatisme français. Autant l'Allemagne reste un pays, n'est pas encore une nation d'ailleurs, effectivement, est un ensemble décentralisé de principautés et de duchés, autant la France de Richelieu, puis de Louis XIV, croit à l'unité de l'État et croit à la possibilité de faire l'unité de l'État par les armes. À partir de là, la France devient un ennemi de l'Allemagne avant que l'Allemagne fût un ennemi de la France. C'est aussi pour ça qu'il faut vraiment montrer l'importance de cette période avant 1870. Pour simplifier les choses, la France, vis-à-vis de l'Allemagne, est quasiment constamment l'agresseur. Néanmoins, il y a quand même l'apparition d'un État qui est lui aussi très militaire, qui est expansionniste, qui va être étatiste, c'est la Prusse. Est-ce que ça modifie Bien sûr. la relation? Bien Ou est-ce sûr. que c'est la La Prusse, République? voilà, la Prusse progresse très doucement. Au départ, il s'agit prussien, ça veut dire de pro-russe ou beau-russe. Ce sont quasiment les Allemands, les princes allemands rhénans regardent les Prussiens comme des espèces de barbares. Ils sont bouseux, ils sont sous-développés, ils sont pauvres, ils cultivent leurs terres très chichement et difficilement. La Prusse, elle se forme sous l'effet d'un ordre religieux d'abord qui est celui des chevaliers teutoniques, qui met un peu d'ordre dans tout ça. Et puis ensuite, comme ils n'ont pas tellement les moyens de développer leur économie à cause de la pauvreté de leurs terres, ils compensent par cette espèce de préoccupation militaire. Et à partir de là, la Prusse, qui est un petit duché, ne cesse de grandir, de grandir. On dit souvent que la Prusse est un pays qui a été fait par son armée, et c'est assez vrai. Est-ce que dans toujours ces temps-là,
Est-ce qu'il y a une rupture dans ces relations, un changement de relation au moment de la Révolution française? Est-ce que les révolutionnaires vont avoir à l'égard de l'Allemagne une attitude différente des Bourbons? Alors, c'est le paradoxe, c'est que les dirigeants de la Révolution française se comportent vis-à-vis de l'Allemagne un peu comme se sont comportés Louis XIV et Louis XV. C'est-à-dire, c'est un petit peu vulgaire et raccourci, mais c'est quand même assez vrai, l'Allemagne, pour l'absolutisme français, puis pour la Révolution, c'est une espèce de terrain de chasse. Ces princes allemands les supportent mal parce qu'on a une deuxième raison. Louis XIII ne les aimait pas parce qu'ils étaient protestants. Louis XIV ne les aimait pas parce qu'il freinait l'expansion territoriale de la France vers l'Est. Et puis les révolutionnaires ne les aiment pas parce qu'ils sont considérés comme rattachés à l'Ancien Régime, à l'obscurantisme, à l'absolutisme royal dont on ne veut plus. Donc, il y a une continuité dans la détestation, si j'ose dire. Il y a une continuité dans la détestation, oui. Après, alors, il y a la période napoléonienne. Celle-ci, elle va bien quand même être différente des autres. Et là, vous écrivez que le sacre de Napoléon constitue le sacre même, hein, c'est-à-dire l'acte constitue un outrage, notamment pour l'empereur Frédéric II. Et vous dites, il ne saurait y avoir de place pour deux empereurs d'Occident. C'est le petit caporal qui se pose en héritier de Charlemagne. Et ça, c'est inacceptable, semble-t-il. Oui, c'est tout à fait. Alors les Allemands sont bien obligés de l'accepter parce que les pauvres, ils sont vaincus sur tous les plans. Ils ont été vaincus par les armées révolutionnaires, ils sont vaincus par Napoléon qui occupe la Prusse, qui envahit Berlin, qui se comporte d'ailleurs très mal avec le roi et la reine de Prusse. Bon, l'Allemagne est complètement à genoux devant Napoléon. Mais pas l'Autriche, comme on le sait. L'archiduc d'Autriche est en même temps empereur d'Allemagne. C'est très compliqué cette affaire. Après, il va devenir empereur d'Autriche, mais pour le moment, il est à la fois empereur d'Allemagne C'est et dans le livre que quand je l'explique, moi. il est à la fois empereur d'Allemagne et archiduc d'Autriche. Donc, et alors paradoxalement, s'il est vaincu en Allemagne, l'Autriche reste indépendante. Et donc, on se retrouve avec la situation où quand Napoléon est sacré empereur, il y a déjà un empereur, parce que cet empereur d'Allemagne, c'est l'héritier de Charlemagne, c'est même l'héritier des empereurs romains. La mythologie remonte jusqu'à Rome. C'est la nostalgie de l'Empire romain qui avait fondé l'Empire carolingien, et c'est la nostalgie de l'Empire carolingien qui a fondé l'Empire d'Allemagne, l'empereur d'Allemagne, parce que l'Empire n'est pas vraiment une réalité. Il n'empêche que c'est une valeur qui subsiste et que l'apparition d'un nouvel empereur, évidemment, il n'y a pas de place en Europe pour deux empereurs. Sauf que Napoléon dit, bah oui, mais d'accord, je ne descends pas des Carolingiens, je suis que d'une petite famille corse, mais c'est moi le plus fort. Dans le petit, comme disait Lénine à propos du pape, le pape, combien de divisions? Et c'est un peu ce que dit Napoléon. L'Allemagne, combien de divisions? Rien du tout, c'est fini. Donc l'empereur, c'est moi. Alors, d'un empereur, on va passer à un autre, hein. Napoléon Ier va être chassé dans mon esprit par Napoléon III, qui va apparaître. Et là, c'est à ce moment-là, Napoléon III, vous faites cesser vos travaux dans cet ouvrage, c'est-à-dire qu'on arrête 1870, la guerre, Sedan, Bismarck, Guillaume Ier. Pourquoi ce choix? Alors, parce que la politique française bascule complètement avec Napoléon III. C'est une césure qui a été vue assez peu souvent et qui est pourtant fondamentale. J'ai tendance à être un peu méchant avec Napoléon III, mais je dirais que la politique étrangère de Napoléon III, c'est un sans faute dans l'erreur. Toutes les actions extérieures de Napoléon III, soit ont desservi les intérêts de la France, soit ont servi les intérêts des puissances étrangères. C'est un aveuglement absolument ahurissant. Napoléon III croit à l'unité de l'Italie. Il fait tuer des soldats français pour le roi de Piémont. Il croit également à l'unité de l'Allemagne. Vous vous rendez compte que à la veille de Sadowa, le général en chef de l'armée allemande est reçu aux Tuileries et décoré de l'ordre de la Légion d'honneur par Napoléon III. Ce même chef qui ensuite va écraser l'armée française 3 ans plus tard. Bismarck, depuis Berlin, il voit tout ça, il rigole. Pardonnez-moi ce terme vulgaire, mais il rigole. Quel naïf. Vous racontez même que c'est le prince impérial qui remet oui, c'est le prince impérial qui remet la médaille lors d'une cérémonie grandiose aux Tuileries. Napoléon III est fasciné par Bismarck. Il pense faire de Bismarck un allié et il espère qu'en aidant Bismarck à faire l'unité de l'Allemagne sous l'égide de la Prusse, il va pouvoir récupérer quelques territoires le long du Rhin. Le vieux rêve de la France, c'est la frontière du Rhin
totale, c'est-à-dire qui engloberait la Belgique, le sud des Pays-Bas et une partie de l'Allemagne. Le seul problème, là aussi, où Napoléon III s'est encore trompé, c'est que prendre la rive gauche du Rhin, c'est pas tellement amputer l'Allemagne, c'est s'attaquer à la Belgique et aux Provinces-Unies, dont on aurait pu faire, surtout la Belgique, des alliés. Donc il y a une erreur. Les erreurs géopolitiques de Napoléon III sont absolument constantes. Alors, je disais 1870, bien évidemment, c'est une guerre, c'est Sedan, c'est une déflagration qui va entraîner deux autres déflagrations dans le siècle suivant, celle de 1914 et celle de 1940. Vous évoquez pas ces guerres, moi je les évoque parce que, en fait, là, on ne peut plus parler de démêlés. On considère quand même que ces moments-là font que l'Allemagne devient le plus cruel ennemi de la France. Ah ben, absolument, c'est vrai. En 1814, la France fait la paix avec l'Angleterre. C'était son ennemi héréditaire depuis toujours. Et d'ailleurs, la France et l'Angleterre sont restés alliés depuis lors. J'avais écrit quand le lys terrassait la rose, je pourrais écrire maintenant quand le lys épousait la rose, puisque depuis 200 ans, la France et l'Angleterre forment un couple d'alliés pas forcément fidèles, effectivement, mais comme tout couple, ils ont eu des démêlés aussi. Mais à partir de 1814, finalement, la France de la Restauration, elle n'a plus d'ennemis. Et c'est Napoléon III qui en recrée. Là, encore un petit peu stupidement, parce que la Prusse est une alliée de la France en 1814. Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe n'ont pas d'ennemis. Il aura fallu cette espèce, je dirais, d'agitation bonapartiste des années 1860 pour que la France se refasse des ennemis. Alors on peut dire évidemment, la Prusse serait quand même montée toute seule, elle aurait grandi. Bon, de toute façon, on ne refait pas l'histoire. La première grande erreur de Napoléon III, c'est effectivement d'avoir laissé la Prusse battre l'Autriche. Il n'a pas compris que la France avait intérêt à conserver un empire d'Autriche, à conserver une Allemagne séparée, ce que d'ailleurs, curieusement, un homme qu'il avait vu très tôt, dès 1828, il était ambassadeur à Londres à ce moment-là, il dit attention, méfions-nous, la chose à laquelle nous devons veiller, c'est d'éviter l'unité allemande. Et quel est ce visionnaire? C'est Jules de Polignac. Oui, le dernier ministre de Charles X, qui aujourd'hui pâtit d'une épouvantable réputation, c'est lui qui, dès 1829, disait attention, méfions-nous, évitons par-dessus tout l'unité de l'Allemagne. Parce qu'elle se fera contre la France. Ma question, Daniel de Montplaisir, est moins une question à l'historien qu'aux répercussions que l'histoire a sur la sociologie, sur l'esprit des gens. Dans l'esprit des gens aujourd'hui, l'Allemagne a été, dans le siècle passé, et par le siècle passé, l'ennemi naturel, j'allais dire l'ennemi héréditaire de la France. En regard de l'histoire, au regard de l'histoire, et vous nous ramenez à partir de 1843, est-ce que véritablement l'Allemagne a été, dans cette période-là, non pas du siècle dernier, mais de 1200 ans, est-ce qu'il a été l'ennemi naturel et héréditaire de la France, ou est-ce que ça a été l'Angleterre? Alors, je rappelais qu'après 1814, la France n'a plus d'ennemis, mais hélas, avant 1814, elle n'a quasiment que des ennemis. Un des grands ennemis de la France, ne l'oublions pas, c'était l'Espagne. L'Espagne de Charles Quint. Louis XIV, petit garçon, a vu les drapeaux espagnols flotter dans Paris. Il a dû se réfugier à Saint-Germain-en-Laye. Les Habsbourg, qui possédaient à la fois l'Autriche et l'Espagne, encerclés d'un chemin de ronde, on a dit la France. Donc, de toute façon, c'est le problème général de l'Europe. Il y a beaucoup, c'est une des causes de la guerre de 14 d'ailleurs, il y a beaucoup de grandes puissances sur un petit territoire. Et du moment que l'empire de Charlemagne se défait, effectivement, vous avez en gestation une Allemagne puissante, en gestation une Autriche puissante, la France, l'Angleterre, et puis la Russie qui un jour va débarquer. Ça fait, sur un territoire qui fait à peu près les 2/3 de celui aujourd'hui des États-Unis, ça fait quand même 4 ou 5 de puissance potentielle qui nécessairement, comme les costauds dans une cour de récréation, finissent par se taper dessus. Alors, dernière question, elle est encore plus compliquée. Daniel de Montplaisir, 1200 ans au total, finalement, de démêlés entre la France et l'Allemagne, de démêlés de malheur, mais aussi de bonheur, mais aussi d'alliance. Est-ce que cela permet de dire que nous sommes aujourd'hui dans une paix définitive, inaltérable entre la France et l'Allemagne? Est-ce que vous pensez qu'un conflit, un jour, peut renaître ou que c'est une vue de l'esprit? Alors, un historien n'est pas un futurologue. Bien compris. Moi, je suis frappé. C'est pas une question facile.
Je suis quand même frappé. On peut espérer que la paix entre la France et l'Allemagne est définitive. Je suis quand même frappé de deux choses. La première, c'est l'incapacité à laquelle nous sommes confrontés de faire véritablement l'Europe. Le traité de Rome date de 1957, il a donc, calcul rapide, presque 70 ans. Nous n'avons toujours pas de politique fiscale commune, de politique du travail commune, de politique d'immigration commune, de politique de justice commune. Nous avons fait l'euro, mais nous n'avons pas véritablement de politique économique, de politique industrielle, de politique énergétique, de politique environnementale. Je m'arrête là. Commune. Nous avons fait une politique agricole commune qui a ruiné la paysannerie française. Ce couple franco-allemand, il patine quand même depuis 70 ans. On a voulu en faire le conducteur de l'Union européenne, on est quand même obligé de constater que ça ne marche pas. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que récemment, notamment, enfin pas notamment, dans la presse française, on a vu énormément d'articles presque germanophobes, en disant attention, l'Allemagne est en train de nous tendre la laine sur le dos, comme on dit, elle fait semblant de choisir l'Europe, mais en réalité, elle choisit l'intérêt de l'Allemagne par-dessus tout, et les Français, comme sous Napoléon III, finalement, sont en train de se laisser abuser par le gouvernement allemand, qui ne joue que ses intérêts nationaux et non pas les intérêts européens. Et ces deux choses aujourd'hui que je perçois, effectivement, me paraissent, je vous dis, pas de futurologie, mais me paraissent quand même d'assez mauvais signes pour l'avenir. Voilà, les listes vont continuer à affronter les aigles finalement. C'est le titre de cet ouvrage que j'invite à lire, bien évidemment, et je dis aux téléspectateurs de TV Liberté que vous pouvez le trouver sur le site de TV Liberté, dans la boutique officielle, et il sera disponible. Merci beaucoup, Daniel de Montplaisir. Vous êtes éloigné de la France avec la crise sanitaire. Eh bien, vous n'êtes pas dans nos studios, mais vous aviez un mot d'excuse très fort. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Bonne Merci journée. beaucoup à vous.